Hey, c'est Edouard, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à la question de est-ce que pour un investissement de rendement, c'est plus intéressant d'acheter une maison ou un appartement? Comme vous le savez, j'ai répété dans plein de vidéos, pour moi, les maisons individuelles en Suisse sont des petits trésors. Mais est-ce que ça veut dire que c'est vraiment intéressant pour du rendement? C'est pas certain, je vais répondre à cette question dans cette vidéo. De toute façon, la chose la plus importante, et je le répète encore une fois, c'est d'adapter votre stratégie en fonction de ce que vous cherchez. Mais est-ce que ça veut dire qu'une maison, c'est intéressant pour du rendement? Eh bien, je vais répondre à cette question dans cette vidéo, mais une chose est sûre, le plus important, c'est de toujours adapter vos recherches en fonction de votre stratégie. C'est extrêmement important de définir une stratégie d'investissement et en fonction de cette stratégie, vous allez chercher plutôt une maison, un appartement qui est grand, un appartement un peu en dehors de la ville, un appartement vraiment plein centre-ville, un petit appartement, etc., etc. Vous allez gagner du temps, de l'énergie et de l'argent. Donc si vous hésitez aujourd'hui entre une maison et un appartement pour faire du rendement, on va voir les pour et les contre. Mais avant toute chose, n'oubliez pas surtout de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Première chose, de toute façon, quand vous achetez un bien de rendement, à quoi est-ce qu'il faut faire attention? Évidemment, pour sélectionner le bien immobilier que vous allez acheter, vous devez déjà savoir ce que vous devez regarder, rechercher quand vous achetez un bien de rendement. Gardez toujours en tête, et en expertise immobilière, c'est le cas d'ailleurs, quand vous achetez un bien immobilier de rendement, que ce soit un appartement, une maison ou un immeuble, eh bien vous êtes en train d'acheter un business plus qu'un bien immobilier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez analyser votre investissement en fonction de flux entrant et sortant uniquement. Et pourquoi est-ce que c'est important de le faire? Parce que la banque le fait de cette manière. Pour tous les investissements qu'une banque va financer, elle va simplement regarder ce que c'est le cash flow. Qu'est-ce qui va rentrer, qu'est-ce qui va sortir et qu'est-ce qui reste à la fin. En fonction de ce qui reste à la fin, elle va définir si c'est rentable ou pas et si elle peut se permettre de financer ou pas. D'ailleurs, si vous avez déjà acheté un bien de rendement, peut-être que vous avez vécu l'expérience d'un bien immobilier qui ne s'auto-finançait pas d'après la banque. La banque va calculer des charges théoriques, elle va regarder ce que le bien immobilier peut rapporter et en fonction de ça, elle va dire si oui ou non le bien immobilier est capable de s'autofinancer. Ça veut dire capable de couvrir l'entièreté des charges. Si c'est pas le cas aux yeux de la banque, et évidemment c'est des charges qui sont théoriques, la banque est très conservatrice, ça veut dire qu'elle compte des charges assez élevées, et bien dans ce cas-là, la banque ne va pas retenir comme valeur de nantissement, ça veut dire valeur de financement, le prix total de l'acquisition, mais elle va retenir une valorisation un peu inférieure. Et la différence entre le prix d'acquisition et puis la valorisation de la banque, ce sera des fonds propres qui devront être versés. Donc quand vous analysez un appartement ou une maison pour du rendement, c'est complètement égal, même un immeuble, vous allez regarder combien est-ce qu'il génère, vous allez déduire toutes les charges et vous allez regarder combien est-ce qu'il reste à la fin. Et ça, c'est ce qu'on appelle le revenu net déterminant. Le revenu net déterminant, il va servir pour définir la valorisation de l'immeuble en fonction d'un taux de rendement attendu. Donc on va diviser ce qui reste à la fin par un taux, un pourcentage, et ça va nous donner une valeur de bien immobilier. Sans rentrer plus dans les détails techniques, c'est comme ça qu'on évalue un bien immobilier. Et gardez simplement en tête que c'est comme un business. D'ailleurs, la valeur DCF, Discounted Cash Flow, qui est très utilisée par les fiduciaires et les fiscalistes pour la valorisation de business, c'est exactement cette méthode-là qu'on utilise pour la valorisation d'immeubles de rendement. Un immeuble, c'est un business. C'est comme ça pour la banque et ça doit être comme ça pour vous. Il faut absolument évacuer de sa tête toute la partie émotionnelle qui est liée à l'immobilier. Et du coup, c'est quoi les éléments à prendre en compte dans la valorisation d'un bien de rendement? C'est clair que quand vous allez faire vos recherches sur Internet, vous allez très vite comprendre que c'est beaucoup plus compliqué que ce que vous allez voir. En réalité, vous allez simplement voir un revenu locatif avec un taux de rendement et un prix de vente. C'est tout ce qu'on vous présente sur Internet et c'est effectivement la méthode qu'utilisent plus ou moins les courtiers pour faire leurs évaluations. C'est ce qu'on appelle la valeur de rendement classique. Ouais, en réalité, c'est un peu plus compliqué que ça parce que c'est même pas vraiment une valeur de rendement aboutie dans les annonces immobilières. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il manque évidemment des charges. Quand vous êtes propriétaire, vous avez forcément des charges liées au bien immobilier lui-même que vous ne pouvez pas imputer au locataire. Mais du coup, c'est quoi comme charge? On connaît tous les fameuses charges qui sont ajoutées au prix d'un loyer net d'un appartement. Ça, c'est les charges que vous avez le droit de répercuter au locataire. Alors, on a deux méthodes différentes de fonctionnement en Suisse. C'est la simple répercussion dans les charges du chauffage et de l'eau chaude. Donc ça, effectivement, c'est au locataire de payer. Et puis, on a une deuxième méthode où on peut répercuter un peu plus de charges chez le locataire. C'est la méthode des frais accessoires. Les frais accessoires, c'est surtout utilisé en Suisse allemande et en Valais aussi notamment. Pour faire simple, dans les frais accessoires, on a un peu plus de charges que chauffage et eau chaude qui sont répercutées dans le loyer du locataire. Mais quand on enlève ces charges et qu'on garde uniquement le loyer net, sur ce loyer net, vous avez évidemment d'autres charges qui sont payées par le propriétaire. Il y a toute une partie de charges d'exploitation, c'est ce qu'on appelle l'OPEX, Operating Expenditure. Ces charges d'exploitation, c'est par exemple l'assurance du bâtiment ou l'impôt foncier. C'est des charges que le propriétaire doit prendre à sa charge et qui ne peut pas répercuter sur le loyer. Ensuite, vous avez d'autres charges qui sont des frais d'entretien. Évidemment, quand vous devez changer le four, quand vous devez changer des appareils sanitaires, par exemple, ce n'est pas au locataire de payer, mais bien au propriétaire. Attention, je ne parle pas de frais de rénovation, mais vraiment d'entretien. Ensuite, dans les vrais calculs de rendement, vous devez toujours déduire un risque de vacances. Ça, c'est tout simplement le risque que vous prenez quand vous achetez un appartement que vous allez mettre en location. Alors, si vous êtes au centre-ville de Genève, un appartement neuf, vous aurez un risque de vacances de 0. Pourquoi? Parce que vous avez aucune chance que votre appartement soit vide, sauf si vraiment vous faites n'importe quoi. Mais si vous achetez dans une région un petit peu plus rurale, à la campagne, vous allez devoir prendre en considération un risque de vacances. Pourquoi? Parce que vous aurez évidemment des mois, certaines fois, où l'appartement sera vide et ce
sera un peu plus compliqué de trouver un locataire. Ensuite, vous pouvez éventuellement compter des frais de gérance d'immeuble. Parce que si vous regardez vraiment votre investissement comme un business, on va s'intéresser au cash flow passif que vous récoltez à la fin. Donc si vous déléguez votre business / votre appartement, la gestion de votre appartement à une gérance d'immeuble, elle va vous prendre de toute façon un pourcentage de l'état locatif. On sera situé entre 3,5% à 4%. Et enfin, le plus important et ce qui fera vraiment la différence entre une maison et un appartement, c'est le CAPEX. Le capital expenditure, c'est les frais de rénovation lourdes que vous devez prendre en considération dans vos calculs. Ça, c'est vraiment les charges invisibles auxquelles personne ne pense vraiment. Pourquoi? Parce que ça n'intervient jamais chaque année. Ça intervient de manière ponctuelle et on ne prend jamais ces travaux en considération dans les calculs. Et ça, c'est une erreur fondamentale. Pourquoi? Parce que quand vous calculez la différence de rendement entre une maison et un appartement, si vous ne prenez pas ça en considération, vous faites une grave erreur. Dans un immeuble, on a ce qu'on appelle le fonds de rénovation que vous avez certainement vu. Chaque année, vous allez mettre de côté, plus des charges que vous payez, des charges PPE, vous allez mettre de côté un petit peu d'argent pour l'immeuble quand on doit faire des gros travaux. Et bien, c'est exactement cet argent-là qui est dédié au CAPEX, capital expenditure, qui est des gros travaux chaque cycle de rénovation. Donc, chaque immeuble a un cycle de rénovation, typiquement rénovation de la toiture, ravalement des façades ou encore le changement de la chaudière. Alors certes, si vous comparez un investissement pour du rendement entre un appartement et une maison, si vous regardez directement les charges PP, donc les charges de copropriété d'un appartement versus une maison individuelle, peut-être que vous aurez des charges moins élevées avec la maison individuelle. Mais n'oubliez pas, parce que tout le monde l'oublie, de prendre en considération des charges de travaux lourds que vous allez devoir payer tout seul quand vous êtes propriétaire d'une maison. Je vous rappelle qu'une maison a un toit comme un immeuble, je vous rappelle qu'une maison a des façades comme un immeuble et qu'une maison a une chaudière comme un immeuble. Mais quand vous êtes copropriétaire dans un immeuble, vous êtes peut-être 15, 20, 30 à payer une toiture et quand vous êtes propriétaire d'une maison, vous êtes seul à payer une toiture. Certes, ce n'est pas les mêmes coûts, mais si on divise le coût des travaux par le nombre de copropriétaires ou bien par les millièmes de votre appartement quand vous êtes propriétaire d'un appartement, eh bien évidemment que ce sera beaucoup plus coûteux pour le propriétaire de la maison. Maintenant, même si on devait éliminer et mettre de côté cette problématique de charge, qui est une problématique très importante dans les calculs de rendement, vous aurez une problématique de compétition entre acheteurs quand il s'agit d'acheter une maison pour faire du rendement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux simplement dire que quand vous achetez une maison pour faire du rendement, vous allez vous retrouver en compétition avec des gens qui achètent pour eux, pour habiter eux-mêmes. Donc autant vous dire que la compétition n'est pas du tout équitable parce que les acheteurs, les autres prospects qui seront intéressés par acheter la maison s'en foutent complètement du loyer supputé que vous pouvez obtenir. Il y aura une problématique de financement parce que la banque ne fera pas du tout la même évaluation s'il s'agit d'un bien de rendement ou bien si vous voulez habiter vous-même. Donc elle aura beaucoup plus de peine pour une maison en tout cas à valoriser la valeur de rendement au même niveau que la valeur du prix d'achat. Ça veut dire que très souvent la valeur de nantissement sera plus faible que le prix d'achat et vous devrez mettre en fonds propres la différence entre les deux. Ensuite, évidemment qu'une famille qui est prête à acheter eux-mêmes pour leur propre utilisation une maison, ils sont tout à fait prêts à mettre plus d'argent que pour un bien de rendement. Je le répète, je ne suis pas du tout en train de dire que les maisons sont un mauvais investissement en Suisse. Loin de là. Je pense que les maisons sont des trésors, les maisons seront des machines à cash grâce au refinancement en Suisse et elles vont prendre énormément de valeur. Comme vous le savez, le foncier prend de plus en plus d'importance en Suisse. C'est très compliqué de trouver des terrains à bâtir et ce sera de pire en pire. Ça veut dire que toutes les propriétés qui disposent d'un petit peu de terrain auront de plus en plus de valeur. En plus de ça, aujourd'hui, on ne construit quasiment plus de maisons individuelles en Suisse et on s'oriente vraiment vers une construction d'immeubles, de densification vers l'intérieur. Ça veut dire des immeubles qui sont hauts et pas du tout des maisons individuelles pour éviter le mitage du territoire. C'est l'objectif de la Suisse. Donc si vous êtes propriétaire d'une maison que vous possédez pour votre propre utilisation et que tout à coup un jour vous voulez quitter votre maison, vous hésitez à vendre ou pas, dans ce cas-là, vous pouvez vous poser la question. Vous pouvez très bien mettre en location et rester propriétaire de la maison. Ce sera dans tous les cas un bon investissement. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que si vous voulez chercher un bien immobilier de rendement, est-ce que vous allez chercher vraiment à acheter une maison? Dans ce cas-là, je ne crois pas. Je pense que vous avez meilleur temps de viser un appartement, même un petit appartement relativement liquide et facile à louer. Vous aurez certainement plus de facilité à louer et puis vous aurez également plus de facilité à financer surtout. Même d'ailleurs, on l'entend très souvent, surtout aux États-Unis, plus vous achetez de portes, plus ce sera facile à rentabiliser. Et bien, je pense que la comparaison faite dans cette vidéo entre la maison et l'appartement confirme effectivement que plus il y a de portes, plus c'est facile à rentabiliser et moins c'est risqué. Allez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et puis n'oubliez pas surtout de liker, de laisser un commentaire pour me dire ce que vous aimeriez voir sur cette chaîne. Ciao!